Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Champ visuel. Champ visuel. Collection dirigée par Pierre-Jean Bengozi, Raphaël Moine, Bruno Péquignot et Guillaume Soulez. Une collection d'ouvrages qui traitent de façon interdisciplinaire des images, peinture, photographie, BD, télévision, cinéma, acteurs, auteurs, marché, metteurs en scène, thèmes, techniques, public, etc. Cette collection est ouverte à toutes les démarches théoriques et méthodologiques appliquées aux questions spécifiques des usages esthétiques et sociaux des techniques de l'image fixe ou animée, sans craindre la confrontation des idées, mais aussi sans dogmatisme. Dernière parution. Delvaille, Robert Bresson, Procès de Jeanne d'Arc. De la plume médiévale au cinématographe, 2014. Jusy Pisano Dire, L'Archive Forme Création Mémoire Histoire 2014. Isabelle Prattsteffen, Le cinéma d'Isabelle Coisset, Figure du vide et du silence, 2013. Aurélie Blot et Alexis Pichard, Coord, Les séries américaines. La société réinventée, 2013. Jim Lapin, La régulation de la télévision hertzienne dans les départements d'outre-mer, 2013. Éric Costeix, Alain Resnais. La mémoire de l'éternité, 2013. Florent Barrère, Une espèce animale à l'épreuve des médias. Essai sur le Sélacanthe, 2013. Aurélie Blot, 50 ans de sitcoms américaines décryptées. De I Love Lucy à Desperate Housewives, 2013. Sébastien Févry, La comédie cinématographique à l'épreuve de l'histoire, 2012. Philippe Lemieux, L'image numérique au cinéma. Historique, esthétique et technique d'une révolution technologique, 2012. Pierre Devidts, Andrei Tarkovsky. Spatialité et habitation, 2012. Angelica Maria Mateus Mora, Cinéma et audiovisuel latino-américain. L'Indien, Images et conflits, 2012. Daniel Weil, Mouchette, de Robert Bresson ou le cinématographe comme écriture, 2012. Claude Audin, Murnau ou les aventures de la pureté, 2012. Catherine Brunet, Le monde d'Ettore Scola. La famille, la politique, l'histoire, 2012. Remerciements. Mes remerciements vont en premier lieu à Wellesley College, qui m'a généreusement accordé des bourses de recherche et des congés sabbatiques pour la préparation de ce livre. Le séminaire sur Truffaut que j'y ai dirigé pendant plusieurs années m'a permis de préciser les idées présentées dans cet ouvrage. Mes remerciements s'adressent également au National Endowment for the Humanities, qui m'avait décerné en 1988 une bourse pour la rédaction d'un livre critique sur les films de François Truffaut. Je tiens aussi à remercier Madeleine Morgenstern qui, dans les années 80, m'a permis de consulter pendant de nombreux mois les archives de François Truffaut au film du Carrosse. Monique Olvec m'a également été d'une aide précieuse dans ma recherche de documents et de photos. Finalement, je suis très reconnaissante aux éditions L'Harmattan de donner en 2014 une seconde vie à ce livre en français, comme Indiana University Press l'avait fait en 2013 lorsque la traduction en est parue en anglais. Hélène Sinani a bien voulu traduire pour L'Harmattan la préface que j'avais écrite à cette occasion. Qu'elle trouve ici l'expression de mes vifs remerciements. Dédicace. À la mémoire de Thérèse et Marie Bellon. Préface à la nouvelle édition. C'est avec grand plaisir que j'accueille la réédition de François Truffaut, Le secret perdu plus de 20 ans après sa publication chez Hatier en 1991. J'aimerais ajouter quelques mots pour expliquer ce qui m'avait à l'époque poussé à écrire sur Truffaut, et partager quelques idées qui au fil des années sont venues se greffer sur ma conception initiale des films. Plusieurs livres importants ont été consacrés à Truffaut durant les 15 dernières années. Il faut relever en particulier 2 ouvrages français. La biographie d'Antoine Debac et de Serge Toubiana, source d'informations essentielles sur la vie du réalisateur. Les films de Truffaut étant profondément autobiographiques, cette somme de données minutieusement vérifiées et exploitables est très précieuse. L'autre ouvrage est celui de Carole Lebert, Truffaut au travail, qui propose une analyse approfondie de la genèse de chaque film. Carole Lebert a interrogé un grand nombre des collaborateurs artistiques de Truffaut, scénaristes, opérateurs, monteurs et acteurs,
et mis au jour des informations importantes sur la conception et l'élaboration progressive de chacun des films. Lors de la parution de ces ouvrages, il était naturel que je m'intéresse à la façon dont ils viendraient éclairer ma lecture des films. Quand j'ai écrit Le Secret perdu, j'avais pour but de suivre la transformation de l'expérience en fiction à travers une série de figures thématiques et structurelles récurrentes. 20 ans plus tard, il me semble que l'analyse des films a résisté à l'épreuve du temps. Elle se trouve en fait corroborée et mise en perspective de façon stimulante par ces connaissances nouvelles. Comme la plupart des spectateurs du monde entier, j'avais dans les années 60 aimé presque sans réserve tous les films de Truffaut. Le début des années 70 avait toutefois marqué le début d'une période difficile pour le célèbre réalisateur de la Nouvelle Vague. De 1969 à 1973, Truffaut n'a connu qu'un seul succès international, L'Enfant sauvage. La première fausse note avait retenti avec La Sirène du Mississippi, en 1969. La critique avait été très dure, lançant la légende d'un Truffaut qui, avec des vedettes et un gros budget, aurait trahi les idéaux qu'il avait brillamment contribué à définir, diffuser et illustrer au début des années 60. Domicile conjugal 1970, Les deux Anglaises 1971 et Une belle fille comme moi 1972, n'avaient fait qu'aggraver cette tendance, avec des critiques acerbes, des spectateurs de plus en plus rares et de piètres rentrées financières. Le succès, revenu en 1973 avec La Nuit américaine et l'Oscar du meilleur film étranger, a pourtant alimenté et renforcé un préjugé. Truffaut, réalisateur chevronné, expert en direction d'acteurs et artisan adroit de charmants films à l'ancienne, se cantonnait à des œuvres qui manquaient d'envergure, de contenu et de profondeur. Dans les années 70, j'avais si bien souscrit à ce cliché que j'avais plus ou moins cessé de voir ces films, ou que j'en avais en tout cas manqué plusieurs. Et puis s'il s'est trouvé que par une chaude journée de l'été 1976, motivé en partie par la perspective de passer un moment dans une salle climatisée, j'ai décidé par pur hasard d'aller voir pour la première fois Les Deux Anglaises dans un cinéma d'art et d'essai proche de mon appartement de Cambridge dans le Massachusetts. Quand je suis sorti du cinéma 2 heures plus tard, j'étais à peu près dans l'état que Truffaut décrit lorsqu'il définit ses ambitions de metteur en scène. J'ai envie que mon public soit constamment captivé, envoûté. Qu'il sorte de la salle de cinéma, hébété, étonné d'être sur le trottoir. Je voudrais qu'il en oublie l'heure, le lieu où il se trouve, comme Proust plongé dans la lecture à Combray. Je souhaite avant tout l'émotion. L'émotion était pour moi au rendez-vous, et Les Deux Anglaises m'avaient touché de plein fouet. La profondeur et l'exactitude poignante qu'atteignent dans le film la description de la passion physique, l'évocation proustienne du passage du temps dans la chair des personnages, l'utilisation magistrale des voix, des lieux et des couleurs, et la combinaison spécifique du texte et des images m'avaient toutes profondément émue. Mes yeux s'étaient dessillés, au sens le plus exact du terme. Je savais désormais 2 choses. Les critiques récentes que Truffaut avait essuyées étaient injustes, et il valait largement la peine de réévaluer la manière dont l'ensemble de son œuvre avait été reçu. Truffaut réalisateur n'était ni traditionnel ni superficiel. Ses films exprimaient une vérité éternelle sur la nature humaine, et avaient une beauté qui échappait au temps. Il me semble que mon expérience à cet égard n'a rien d'exceptionnel. En préparant une anthologie consacrée à Truffaut, Dudley Andrew, le coéditeur du volume, et moi-même avons eu le privilège d'un entretien avec Arnaud Desplechin dont l'intelligence des films de Truffaut est remarquable. L'un des thèmes récurrents de ses propos a consisté à souligner à quel point il s'était trompé dans ses jugements sur Truffaut quand il était jeune, n'hésitant pas à se traiter d'imbécile, et combien il avait sous-estimé son œuvre. On pourrait toutefois dire que Truffaut est lui-même responsable de ce malentendu avec sa fameuse formule des œufs d'ivoire. Les films doivent être de beaux objets qu'on pourrait voir, toucher, mais pas entamer. Autrement dit, ces films sont conçus pour être source de plaisir et non pour être compris. On songe au contraste avec Jean-Luc Godard qui interdit le plaisir mais appelle la déconstruction. C'est peut-être ce qui explique qu'il y ait tant d'essais savants sur Godard, et si peu sur Truffaut. Tout en admirant en tant que spectatrice Les Deux Anglaises à l'écran, je savais combien il serait difficile d'expliquer en termes critiques son pouvoir d'attraction. 2 ou 3 ans plus tard, j'ai profité d'une année sabbatique pour aller à Paris faire un DEA en études cinématographiques. J'ai pu y suivre les cours de théoriciens de renommée mondiale,
Christian Mess, Raymond Bellour, Michel Marie, Marc Vernet. J'ai connu alors une période exaltante pendant laquelle je me suis plongée aussi dans la théorie psychanalytique, lisant Freud, Mélanie Klein, Winnicott et Guy Rosolato. Je devais rédiger une courte thèse, et j'avais déjà décidé qu'elle porterait sur le film récent de Truffaut, L'homme qui aimait les femmes. Plusieurs de mes collègues ont critiqué ce choix, m'avertissant que je commettais une grave erreur. Les sujets de thèse favoris de l'époque étaient notamment les films de Marguerite Duras et ceux d'Alain Robbe-Grillet, qui semblaient conçus pour illustrer les théories critiques en vogue. Ils étaient à l'opposé des films de Truffaut, jugés relevés d'un art populaire, réalisés pour plaire à un large public et tenus en piètre estime dans les milieux universitaires. C'était en 1979, avant que les vidéos ou les DVD ouvrent largement l'accès aux films. Voir les films était très difficile. Il restait, selon le titre du célèbre article de Raymond Bellour, le texte introuvable. C'est pour cette raison que j'ai écrit au bureau de Truffaut, en demandant de l'aide. Le matin suivant, j'ai été réveillé par un coup de téléphone de Josiane Quedel, la secrétaire de Truffaut, qui m'a dit « Je vous passe François Truffaut ». Après le premier choc, j'ai repris mes esprits et accepté avec reconnaissance son invitation à venir le rencontrer dans les bureaux des films du Carrosse, situés dans une petite impasse proche des Champs-Élysées. Je me souviens bien de cette première rencontre, qui a eu lieu le jour de février, où la radio annonçait la mort de Jean Renoir à Hollywood. Ma première impression, après l'heure passée avec Truffaut, a été un sentiment de contraste. Contraste entre cette personne de petite taille, vivace et mobile, et la solennité d'un bureau imposant garni de belles boiseries et empli de livres dans tous les sens. Des livres du plancher au plafond sur les rayonnages, des livres soigneusement empilés sur son vaste bureau. Le contraste le plus frappant était toutefois entre l'extrême gentillesse et la générosité de Truffaut, et l'air distant que prenait par instant son visage, comme si une part de lui-même, ancrée dans une autre réalité, était occupée par des pensées auxquelles nous autres n'avions pas accès. C'était un sentiment étrange. Ses collaborateurs ont souvent dit qu'il était à la fois timide et intimidant. Une chose est sûre, il avait un regard extraordinairement intense et perçant. Une de ses phrases favorites était « J'ai tout de suite repéré ça ». Truffaut a réglé mon problème de manière royale en commençant par organiser une séance privée dans un cinéma des Champs-Élysées pour que je puisse voir son tout dernier film, La Chambre verte. Ensuite, de février à juin, tous les samedis matins, un coursier à moto a apporté un film en 35 mm de la collection personnelle de Truffaut dans la petite salle de projection de l'Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, où j'ai ensuite passé tous mes samedis après-midi à manier les lourdes bobines et à les visionner. En juillet de la même année, Truffaut m'a accordé un entretien qui a été publié aux États-Unis. Mon DEA-achevé, je suis retourné à Boston ayant formé le projet d'écrire plus tard sur l'ensemble de ses films. J'avais gardé la certitude que rendre compte de la puissance d'évocation des films serait loin d'être aisé. En fait, il me semblait que Truffaut était de loin celui des réalisateurs de la nouvelle vague dont l'œuvre présentait le plus grand indice de résistance à l'analyse. Quand le dernier Métro est sorti en 1980, je me suis trouvé directement confronté à ce problème. J'avais beaucoup aimé le film, mais ne trouvais aucune voie d'approche pour en parler. Le dernier Métro était parmi les plus parfaits de ces œufs en ivoire, que Truffaut s'ingéniait à créer et je me cassais les dents dessus. Convaincu que le cinéma est affaire de temps, je me suis emparé d'un chronomètre et ai entrepris de mesurer la durée de chaque scène et dans chaque scène de chaque plan. J'ai rapidement vu apparaître un merveilleux réseau de formes et de figures cachées, que j'ai tenté d'analyser dans un article. J'étais plutôt satisfaite du résultat et l'ai envoyé à Truffaut. À mon retour en France, l'été suivant, Truffaut m'a invité à dîner. La soirée a passé sans qu'il mentionne une seule fois mon article. Il a proposé de me ramener chez moi, et dans la voiture, juste avant d'arriver, j'ai fait une remarque un peu pointue sur mon article. Je revois encore son petit sourire. Il a arrêté la voiture, et coupé le contact comme pour préparer une conversation. Puis il a dit sans me regarder « J'ai été estomaqué ». Cette réaction inattendue m'a tellement surprise, que j'imagine être restée sans voix. En tout cas, je ne me rappelle rien d'autre de cette conversation. Si Truffaut était estomaqué,
J'étais de mon côté mystifiée. Je n'arrivais pas à comprendre le choix de cet adjectif. Je suis convaincue maintenant que si j'avais simplement dit « Pourquoi ?», il m'aurait expliqué sa réaction, même si elle touchait à un point très personnel de sa vie privée. Mais je n'avais rien dit, et il m'a fallu près de 10 ans pour comprendre la remarque. Truffaut est mort à 52 ans en 1984, et j'ai d'abord réuni un volume de ses entretiens en français et en anglais. Pour chaque film, j'ai effectué le montage des déclarations les plus importantes qu'il avait faites au moment de la sortie du film, ajoutant à la suite celles qu'il avait ajoutées au fil des années. Le livre a été publié en France chez Flammarion, sous le titre Le cinéma selon François Truffaut, l'ouvrage terminé. J'ai entrepris des recherches en vue d'écrire un livre critique sur l'ensemble de ses films. Truffaut avait désigné comme responsable légal de son œuvre son ex-femme, Madeleine Morgenstern, et elle a généreusement accueilli les chercheurs dans la maison de production créée par Truffaut, les films du Carrosse, qui après sa disparition n'ont plus géré que la distribution et les droits de ses films. Madame Morgenstern venait tous les jours dans les bureaux, présence discrète et chaleureuse, travaillant en collaboration avec l'une des anciennes secrétaires du réalisateur, Monique Olvec. Tout avait été laissé dans le même état qu'avant la mort de Truffaut, et son vaste bureau restait vacant sous ses hauts plafonds, espace de silence aux étagères débordant des livres qu'il aimait. Les films du Carrosse étaient encore habités par la présence de leur fondateur, mais semblaient tristes et silencieux quand je me remémorais l'activité fiévreuse qui y régnait un jour où j'y étais venu en janvier 1980. Le dernier métro entrait dans sa phase de production. Il y avait des allées et venues incessantes, des portes qui claquaient et des gens occupés dans toutes les pièces. Suzanne Schiffman, qui avait un petit bureau juste à côté de celui de Truffaut, supervisait une foule de tâches diverses, et le réalisateur lui-même, courant dans les couloirs sinueux, semblait partout à la fois, véritable génie du lieu. Vers la fin des années 1980, j'ai travaillé au film du Carrosse pendant des mois, aux côtés de Carole Lebert qui préparait son premier livre sur Truffaut, consultant les archives remarquables que Truffaut avait si soigneusement accumulées et préservées, année après année. Il y avait des dossiers pour chaque film, avec une multitude de documents plus précieux les uns que les autres, les différentes versions des scripts. L'un des plus gros dossiers était celui d'Adèle H que Gruau avait réécrit 8 fois. On pouvait voir aussi des lettres, des photos et des documents de production. Parfois un ancien collaborateur ou un acteur passait dans les bureaux. Je me rappelle avoir vu Marcel Berber, le fidèle producteur de Truffaut, qui a joué de petits rôles dans plusieurs de ses films, et quelques acteurs, mais je tiens à évoquer ici ce qui a été pour moi la plus émouvante de ces rencontres. Alors que je menais mes recherches au film du Carrosse, j'ai rencontré le vrai René, l'ami inséparable d'Antoine Doinel dans Les 400 coups. Il s'appelait Robert Lachenet, et il était devenu un vieux monsieur aux cheveux blancs. Il avait connu Truffaut en 1943, écolier, et était resté en relation étroite avec lui tout au long d'une vie qui avait connu bien moins de succès que celle de son illustre ami. C'était l'époque où la correspondance de Truffaut venait de paraître, et j'avais remarqué que les 16 premières lettres, allant de 1945 à 1950, étaient toutes adressées à Robert Lachenet. J'ai profité de cette rencontre pour lui poser une question qui me trottait dans la tête. Comment se faisait-il qu'adolescent, il ait conservé les lettres d'un copain d'école âgé de 13 ans ? Il m'a regardé et m'a dit d'une voix retenue « Parce que j'ai toujours su qu'il serait quelqu'un. » Quand j'ai fini par écrire François Truffaut, Le secret perdu, je ne savais rien de la vie de Truffaut à l'exception des quelques faits de sa biographie officielle. La présence récurrente d'une figure maternelle à la fois séduisante et terrifiante était évidente dans son œuvre, et j'avais choisi d'organiser mon livre autour de cette image. Je ne m'étais pas particulièrement inquiété d'en savoir plus. Ce qui m'intéressait, c'était le système constitué par ses films, et la manière dont il traduisait un univers imaginaire puissant et fortement structuré. Je savais, parce qu'il l'avait dit, que son enfance était la partie la plus centrale de sa vie et j'avais foi dans ce qu'il avait déclaré dans un entretien datant des années 60. Les 400 coups ne sont pas mon autobiographie. Il s'est trouvé que dans les années 1990, peu de temps avant que je ne rende le manuscrit de mon livre, Roland Truffaut, le père de Truffaut, a disparu. Je ne l'avais jamais rencontré, mais je me souvenais de la manière assez touchante dont Truffaut l'appelait « mon papa ».
C'est pourquoi j'ai été très surprise d'apprendre de Madeleine Morgenstern, après la mort de Roland Truffaut, qu'il n'était pas le père de Truffaut. Il était celui qui avait épousé sa mère et donné son nom à l'enfant, exactement comme dans les 400 coups. On m'a expliqué que Truffaut ne voulait pas que ces faits soient divulgués tant que Roland Truffaut serait en vie, mais que maintenant qu'il n'était plus, ils pouvaient être révélés. J'ai pu apprendre aussi l'histoire que tout le monde connaît désormais. Tandis qu'il filmait Baiser volé, dont l'intrigue est centrée sur une agence d'enquête privée, Truffaut a engagé l'un des détectives auxquels il avait eu recours pour se documenter, le chargeant de trouver la vérité sur ses origines. Il avait ainsi appris que son père était juif et qu'il était devenu dentiste, installé dans l'est de la France. Truffaut n'est jamais entré en rapport avec lui, mais selon une légende, il aurait fait le voyage pour aller l'observer en cachette la nuit. J'ai mentionné la chose dans l'introduction du livre, ajoutant quelques phrases à cet effet. Le secret perdu était terminé à l'époque, et je n'ai vu aucun lien entre ce fait et ma lecture des films. Il m'a fallu du temps pour mettre tout cela en rapport avec la réaction de Truffaut en 1982, et finalement comprendre pourquoi il avait été estomaqué. Le lecteur trouvera plus loin le texte que j'avais écrit en 1982, mais il me faut résumer brièvement mes conclusions afin de prolonger mon argumentation. En 2 mots, j'étais arrivé, en suivant le réseau des répétitions dans le film, notamment les images de mains et d'espaces interdits ainsi que le thème récurrent de secrets non divulgués, à la conclusion que le film tout entier était une vaste métaphore évoquant un père caché dans le mystérieux corps maternel représenté par l'espace du théâtre. Le sujet de cette exploration est Depardieu, qui dès le début du film est associé dans un plan au jeune fils du concierge, un garçon de 10 ans, l'âge qu'avait Truffaut sous l'occupation. Lucas Steiner, l'homme caché, est juif bien entendu. Si Truffaut s'est dit estomaqué par mon analyse, c'était simplement qu'il s'est rendu compte qu'il avait mis en scène dans le dernier métro le mystère central de son destin, le père juif inconnu. Or il l'avait fait sans s'en rendre compte. À son insu. Cette anecdote appelle à mon sens 2 remarques. D'abord, elle prouve que l'application des théories psychanalytiques m'a mené droit à la vérité. Je tiens à le faire observer car le livre, quand il est sorti, a parfois été critiqué pour l'usage fait de la psychanalyse. Ensuite, et c'est le plus important, elle prouve que l'autobiographie est bel et bien à la base de l'œuvre de Truffaut, de manière intime et profonde, mais pour l'essentiel occulte. Truffaut n'avait aucune idée, lorsqu'il a écrit le script et filmé Le Dernier Métro, qu'il y intégrait l'élément fondateur de sa biographie, un fait central pour la structure de son univers imaginaire. Très discret sur lui-même, il n'aurait jamais de toute évidence imaginé une intrigue si manifestement indiscrète. La place de l'autobiographie est une question pour le moins délicate, voire épineuse, quand on parle de l'œuvre de Truffaut et suscite bien souvent une irritation justifiée chez les critiques, qui décrit l'insistance sur cette idée. Il serait parfaitement réducteur et insultant pour le génie créateur de Truffaut de ramener l'intérêt de son œuvre à son aspect autobiographique. Ce n'est pas l'autobiographie qui confère au film leur beauté intemporelle. Elle doit tout à leur construction audacieuse, robuste et infiniment harmonieuse. Il est toutefois indéniable que c'est l'expérience qui fournit à l'imagination sa matière première et vient alimenter la création de fiction. L'exercice de l'imagination créatrice est au cœur de ma recherche, et c'est pourquoi je propose d'examiner brièvement ici les différents modes de cet échange entre expérience et imagination. Truffaut n'était pas naïf, et savait parfaitement qu'il se servait de sa vie pour créer ses films. C'était vrai aussi de la vie de son entourage ou de celle d'inconnus. Il découpait dans les journaux et archivait des faits divers intéressants pour s'en servir plus tard. La fiction est un vampire qui exige sans cesse du sang frais. Tous ceux qui sont proches d'un créateur le savent bien. Le Dernier Métro a été avec les 400 coups le plus grand succès financier de la carrière de Truffaut. Ils regorgent l'un et l'autre de références personnelles. Le Dernier Métro présente pour la première fois une reconstitution historique de l'époque de l'enfance de Truffaut, qui avait été transposée à la fin des années 50 dans les 400 coups, c'est-à-dire l'époque de l'occupation. Le Dernier Métro avait par ailleurs été conçu de manière explicite autour d'un personnage féminin d'une grande beauté joué par Catherine Deneuve qui, les biographes de Truffaut l'ont révélé, a joué un rôle central dans la vie privée et artistique de Truffaut.
Leur rencontre en 1969 sur le plateau de La Sirène du Mississippi a marqué dans la vie du réalisateur le début de 2 années d'une liaison mouvementée. Lorsque Catherine Deneuve l'a quitté, Truffaut a fait une dépression qui a nécessité un séjour en clinique et une cure de sommeil. La Sirène du Mississippi marque un tournant dans les composantes thématiques des films de Truffaut. Le dernier plan, qui montre les 2 amants s'éloignant dans la neige à la recherche du bonheur, est bien l'ultime représentation dans l'œuvre de Truffaut d'un couple passionné pouvant espérer un avenir commun. Dorénavant, l'amour ne sera plus dans ces films qu'une quête douloureuse et sans espoir. Les 2 Anglaises, inspirées par la relation de Truffaut avec Catherine Deneuve et sa sœur Françoise d'Orléac, morte en 1965, analysera l'échec de l'amour d'un homme pour 2 sœurs. L'histoire d'Adèle H et La Chambre verte feront la chronique d'amour perdu. Qu'il ne soit pas payé de retour ou qu'il soit détruit par la mort, l'amour mène à la folie ou à l'anéantissement. Après La Sirène du Mississippi, la création artistique deviendra le refuge, le seul lieu de consolation et de réalisation personnelle, comme le prouve Le Grand Retour de Truffaut dans La Nuit américaine, un film vibrant d'une vitalité jubilatoire. À la différence de ce qui arrive dans Jules et Jim, un film qui descend vers la solitude et la mort, la créativité en action protège dans Le Dernier Métro le triangle amoureux et permet au récit sa montée vers l'euphorie des derniers plans. Les échanges tendres entre Lucas Steiner et sa femme, jouée par Catherine Deneuve, représentent peut-être la projection idéalisée par Truffaut du couple qu'il aurait pu former avec l'actrice si leur liaison avait survécu. Il y a bien entendu les échos célèbres entre La Sirène du Mississippi et Le Dernier Métro, avec L'amour fait mal et le prénom de l'héroïne, Marion, qui est le même dans les 2 films. La Sirène du Mississippi trouve aussi un écho dans L'homme qui aimait les femmes, avec le personnage de Vera, le grand amour perdu, joué par Leslie Caron. Carole Lebert note que le boa de plumes que Vera porte lors d'une rencontre fortuite avec Bertrand dans un hall d'hôtel est une réplique délibérée de celui qui ornait le manteau Yves Saint-Laurent dans La Sirène du Mississippi. La femme d'à côté peut être vue dans son ensemble comme un développement de l'épisode avec Vera, centré sur une passion ardente et destructrice. Ni avec toi ni sans toi. Les biographes relèvent que Truffaut a dit, moitié par plaisanterie, qu'il aurait pu verser des droits à Deneuve pour les dialogues de la femme d'à côté. Ces références biographiques sont manifestes, et Truffaut en est tout à fait conscient. Ce sont des clins d'œil à ceux qui savent. Truffaut a dit qu'il lui était arrivé de faire un film simplement pour dire quelque chose à quelqu'un plutôt que de lui écrire une lettre. Ces références relèvent aussi de la dimension balzaco-proustienne de l'œuvre de Truffaut. On peut aimer chacun de ces films séparément, mais ils présentent entre eux des retours, des rimes et des correspondances intertextuelles innombrables. L'élément biographique relève de cet effet de chambre d'écho, qui donne continuité et cohérence à sa création. Je passerai maintenant à un aspect beaucoup plus complexe de l'autobiographie. Truffaut a souvent dit comprendre les ramifications personnelles de ses films longtemps après les avoir achevés. Il a réalisé par exemple que L'Enfant sauvage n'était pas, comme il l'avait cru à l'époque, lié à sa rencontre avec Jean-Pierre Léaud, mais à ses rapports avec André Bazin. Sa réaction à mon essai sur Le Dernier Métro m'a livré un indice essentiel sur le cheminement de l'imagination créatrice qui vient détacher à la dérobée des fragments d'expérience enfouis. C'est à son insu que Truffaut a créé le héros caché du Dernier Métro. Son estomaqué illustre un mode de perception mentale qui joue un rôle essentiel dans la conception et la réception de la fiction. Christopher Bolas l'a étudié sous le nom de connaissance non pensée, Unthought Known, Daniel Stern sous celui de connaissance implicite, Implicit Knowing. Pour rendre compte de ce mode de perception, il nous faut revenir sur l'affect que Truffaut a placé au centre de son esthétique, l'émotion. Les recherches récentes du célèbre théoricien du cinéma Raymond Bellour sur le cinéma et l'hypnose et celles du psychanalyste Daniel Stern sur le petit enfant au stade prélinguistique, l'enfant, viennent jeter un éclairage fascinant sur la question. Bellour, au terme d'une analyse approfondie des interactions entre cinéma et hypnose, conclut d'une formule: l'émotion équivaut à l'hypnose. Si on repense à l'éloquente description donnée par Truffaut de son spectateur idéal, quittant la salle de cinéma, envoûté, hébété, étonné d'être sur le trottoir, on songe bien à l'évocation d'un sujet hypnotisé.
Ce lien entre émotion et hypnose ouvre à Bellour la possibilité d'explorer en profondeur le réseau complexe de perception que la fiction vient activer chez le spectateur. On a pu comparer l'état d'hypnose à la réception de la réalité par l'enfant au stade prélinguistique, réception à laquelle le corps participe pleinement. C'est là que les recherches de David Stern prennent une place centrale dans l'argumentation de Bellour. L'ouvrage de Stern propose une description captivante des premières réactions de l'enfant à son environnement et des modalités d'un mode de perception qui, au moment de l'acquisition du langage, sera soit réprimé soit fracturé. Ces vues s'écartent considérablement des descriptions antérieures, notamment de celles de Piaget. À la différence de Piaget qui voit dans le développement de l'enfant une série de phases successives, chacune venant remplacer la précédente, Stern affirme que les deux systèmes, prélinguistique et postlinguistique, restent actifs et se développent en parallèle tout au long de la vie sans jamais se rencontrer. Le langage est incapable de traduire le système prélinguistique, et ne le fera jamais. Ce sont, entre autres, les formes artistiques qui viendront réactiver ce mode de perception chez le sujet adulte. L'émotion esthétique qui fait appel, comme dans les perceptions de l'enfant, à une composante physique et corporelle, autorise, tout comme l'hypnose en psychothérapie, une remise en ordre des souvenirs et un réalignement du passé et du présent qui confèrent à l'expérience de l'œuvre d'art une valeur thérapeutique. Je n'essaierai pas ici de résumer le brillant usage que Raymond Bellour fait des théories de Stern, me contentant d'en donner un aperçu en citant la pièce maîtresse de sa démonstration. L'enfant de Daniel Stern est le spectateur de cinéma. Suivant cette idée centrale, Bellour se sert de plusieurs des concepts de Stern pour expliquer la manière dont un film est reçu. Celui des affects de vitalité est le plus central. Pour Stern, la première lecture de la réalité chez le nourrisson s'effectue par la perception globale des intensités et des rythmes plutôt que par des perceptions acheminées séparément par les différents sens. De même que la danse pour l'adulte, le monde social dont le nourrisson fait l'expérience est en premier lieu celui des affects de vitalité, avant d'être celui des actes formels. Ceci est l'analogue du monde physique de la perception amodale qui est d'abord celui des qualités abstraites de la forme, du nombre, du niveau d'intensité, etc., et non pas un monde de choses vues, entendues ou touchées. Les termes permettant de rendre compte des affects de vitalité, contrairement aux affects catégoriques tels que la joie, la tristesse, la peur, etc., sont des termes dynamiques et cinétiques tels que monter, s'effacer, fugace, explosif ou crescendo. Stern considère que la danse et la musique sont des exemples par excellence de l'expressivité des affects de vitalité, tandis que Bellour déclare sans embâche que le cinéma, bien plus que la danse ou la musique, est la forme artistique qui exprime pleinement toute la gamme des échanges entre espace et corps. Le travail de mise en scène, dans ce contexte, peut être défini comme l'inscription des affects de vitalité dans les plans, et Bellour établit une équivalence frontale entre les affects de vitalité dans les comportements spontanés et le style dans l'art. Carole Lebert a été le premier critique à souligner le soin extrême qu'apportait Truffaut à son utilisation des corps et des espaces dans la mise en scène. Elle a fait observer que les personnages sont rarement immobiles dans un plan, seules des situations d'extrême tension viennent y figer les personnages. Truffaut considérait que la plupart des erreurs de tournage pouvaient être rectifiées sur la table de montage, mais qu'une erreur de distribution était irréparable. Si le corps n'était pas le bon, le film resterait à jamais marqué par ce défaut. Il a toujours pensé par exemple, que Jean de Sailly n'était pas le personnage du rôle dans La peau douce du fait que, comme l'a écrit Michel Chion, sa démarche traînante ne propulsait pas le film dans l'espace. Notons que le désir de faire un film pouvait aussi naître chez Truffaut d'images mouvantes silencieuses, comme dans les deux évocations suivantes de Tirer sur le pianiste et La peau douce. Le pianiste, je crois que je l'ai fait pour une image. Dans le livre de Goudis, à la fin, il y a une petite maison dans la neige, des sapins et une petite route en pente et on dirait que cette voiture glisse sur la route sans qu'on entende le bruit du moteur. J'ai eu envie de réaliser cette image. La peau douce, c'est parti d'une image. D'un couple dans un taxi. Je voyais cela vers 19h30. Ils doivent rentrer dîner. Ils ne sont pas mariés ou s'ils sont mariés, c'est chacun de leur côté avec des enfants, c'est un baiser terriblement charnel dans ce taxi dans une grande ville. Ces deux images primitives de voitures roulant dans un décor méticuleusement défini montrent bien la nature non verbale de l'inspiration.
Truffaut aimait les scènes sans parole ou comme dans les films muets, la mise en scène donne naissance au sens à partir de corps et d'espace. Il est particulièrement intéressant de faire une lecture cinétique des films de Truffaut, en commençant par La longue course vers la mer d'Antoine Doinel ou Le trio à vélo de Jules et Jim, ou encore Les jambes de femme dans L'homme qui aimait les femmes. Nous pouvons aussi nous rappeler le début de La nuit américaine, où le cinéaste harmonise le parcours des acteurs dans la scène de rue comme un chef d'orchestre dirigerait ses musiciens, imposant sa cadence au corps en mouvement. C'est là, à mon sens, que naît la véritable impulsion autobiographique. L'imagination prend possession de configurations visuelles et de structures formelles qui définissent le style de l'artiste. Pour choisir un exemple parmi tant d'autres, on peut évoquer l'omniprésence de la verticalité dans les mises en scène de Truffaut. Elle fonctionne dans ses films comme vecteur fondamental de la subjectivité, la plupart de ses personnages étant définis selon ce paramètre spatial. La peau douce est entièrement organisée entre le premier voyage en métro souterrain et les vols en avion ou les trajets en ascenseur. L'enfant sauvage commence par la lente ascension d'un arbre et se termine sur l'image de Victor montant un escalier. Truffaut aime les plans aériens, que nous trouvons dans Jules et Jim, dans La mariée était en noir ou dans les premiers plans de Baiser volé. On peut rappeler aussi le rotor où Antoine Doinel échappe à la pesanteur, exultant de bonheur. Les espaces souterrains, au contraire, sont toujours des lieux d'enfermement et de claustrophobie, tels la cave du dernier métro ou de Vivement dimanche. Dans les films de Truffaut, le langage prélinguistique que Bellour met en évidence dans le film de fiction est non seulement présent sous la forme d'une mise en scène spatiale, mais également par l'intervention de métaphores aussi élégantes que puissantes. Pour Daniel Stern, la métaphore est une forme majeure de liaison entre le souvenir autobiographique inconscient et l'expérience consciente. La métaphore est non seulement une figure de langage mais aussi une forme primaire de cognition, antérieure à la formation de symboles et au langage, qui relie différents domaines d'expérience, dont le passé et le présent. Le langage peut ultérieurement utiliser ces liens et les transformer en métaphores linguistiques, mais cela ne commence pas avec le langage. Ce passage pourrait avoir été écrit pour le père juif inconnu du dernier métro. Quel meilleur exemple trouver d'un souvenir autobiographique inconscient comme figure métaphorique ? L'imagination est l'agent essentiel de cette métamorphose de l'expérience en métaphore que le texte de Stern intègre pleinement au système prélinguistique. C'est par l'usage fondamental de la métaphore que l'esprit structure la réalité et établit un réseau signifiant de correspondance. Il semble bien que ce processus fonctionne toujours à plein régime dans l'œuvre de Truffaut, et je prendrai quelques exemples pour illustrer la manière dont il structure le flux narratif. Au début du dernier métro, le récit jette un interdit sur le contact de la main. La mère du petit garçon le punit parce qu'il a laissé un soldat allemand lui caresser la tête. La dernière scène du film lève ce tabou en offrant une série de gros plans sur les mains jointes des trois personnages centraux en une glorieuse réconciliation. Les figures métaphoriques créent aussi un réseau intertextuel de film à film. Dans Jules et Jim, le feu du début qui vient embraser la chemise de nuit de Catherine forme une rime intérieure avec le feu de la crémation à la fin, mais le gros plan du pied de Catherine sous la table crée une autre rime avec le pied sur l'accélérateur en gros plan dans la scène du meurtre-suicide. L'une et l'autre de ces images se retrouvent dans presque tous les films de Truffaut, et je laisse au lecteur le soin de se rappeler tous les plans des films de Truffaut où l'on voit apparaître le feu ou les souliers de femme. Mes étudiants me demandaient souvent si Truffaut savait qu'il introduisait ces rimes. Dans mon entretien avec lui, j'aurais voulu moi aussi qu'il explique la construction formelle de ces films et leurs structures récurrentes comme par exemple, les innombrables fenêtres qui ponctuent l'enfant sauvage. Il avait répondu, j'en avais besoin. Les décisions de mise en scène sont instinctives. Pour prendre un mot que Truffaut aimait, c'est indirectement que l'imagination investit les constructions formelles. On pourrait résumer de la façon suivante, lapidaire mais exacte, l'ensemble de ce processus. L'autobiographie se coule dans les affects de vitalité, et les autres composantes du système prélinguistique étudié par Daniel Stern, les affects de vitalité à leur tour gouvernent et modèlent le style. Ce style suscite une légère hypnose qui modifie le système de perception du spectateur et déclenche l'émotion. Pour l'artiste, ce processus est effectivement instinctif. Le vecteur en est l'imagination. Il ne passe pas par les voies cognitives habituelles de la pensée consciente.
Dans le même ordre d'idées, on peut poser une question bien plus essentielle pour le critique. Le spectateur peut-il voir ces constructions formelles lorsqu'il regarde le film ? Oui et non. Ces constructions font partie de la légère hypnose suscitée par le film. Elles provoquent l'hypnose, élargissant le champ de notre système de perception que l'activité normale limite à dessein et parallèlement, permettent de percevoir le réseau de correspondance. La meilleure façon d'expliquer ce mode de perception est de le comparer à la différence entre perception visuelle focalisée et perception non focalisée ou périphérique. Nous voyons ces formes, mais nous ne savons pas de manière consciente que nous les voyons. Tandis que notre attention est focalisée sur le développement de l'intrigue, notre vision périphérique absorbe les multiples paramètres de la mise en scène, tels que l'organisation verticale de l'espace, les rimes visuelles, les mouvements des corps, les objets et aussi les figures métaphoriques. Cet ensemble constitue la texture des plans qui regorge de signaux indirects et contrôle fermement notre lecture du film. Il déclenche l'émotion, mais relève néanmoins de la connaissance implicite telle que la définit Stern. Pour faire simple, disons que la connaissance implicite est non symbolique, non verbale, procédurale et non consciente au sens où elle n'est pas consciente réflexiblement. Les films de Truffaut sont nourris d'un texte sous-jacent non conscient, qui stimule sans cesse la perception du spectateur. Son style présente une codification serrée de la réalité, que Truffaut appelait stylisation, qui n'est pas destinée à être aisément décryptée, mais qui atteint le spectateur en profondeur, de manière subliminale, avec une remarquable efficacité. J'aimerais pour terminer utiliser un exemple qui paraîtra ironique, mais illustre bien ce codage secret du réel. Lorsque je faisais un cours sur Baiser volé, et que j'arrivais à la scène où devant le miroir Antoine Doinel répète jusqu'à plus soif les noms de Christine Darbon et Fabienne Tabar, je parlais d'habitude d'un usage magique du langage et d'une incantation qui permettrait à Antoine de faire son choix. Un jour une étudiante a levé le doigt et m'a dit « Madame, c'est une scène de masturbation ». C'était irréfutable. Une fois la métaphore décryptée, l'évidence s'impose et ne tolère aucune autre lecture. Truffaut avait d'ailleurs dit que cette scène était très impudique, ce qui prouve qu'il ne s'agissait pas ici juste d'instinct, mais d'une codification délibérée. Ce double langage régit magistralement l'œuvre de Truffaut. Cette scène fait en général rire. Le spectateur sait-il ce qu'il voit ? Sans doute, mais à son insu. L'évolution de Truffaut peut être définie comme une simplification progressive de son code de représentation. Choisissant quelques signes porteurs d'une forte charge, photos, feux, ciseaux, phrases clés, il cultive dans les films de la dernière période un style dépouillé qui fait penser aux lignes simplifiées des dessins tardifs de Matisse. Rétrospectivement, j'en suis venu à comprendre que François Truffaut, le secret perdu est centré sur cette vision périphérique des films, allant et venant entre l'axe principal de la narration et les innombrables signaux enfouis dans les plans. J'ai reçu quelques lettres après la publication du livre et un lecteur m'expliquait qu'après avoir vu un film de Truffaut, il se hâtait de rentrer chez lui pour lire le chapitre correspondant et savoir ce qu'il avait vu. C'est là, bien entendu, le but que j'espère atteindre pour chaque spectateur avec ce livre, ouvrir les beaux œufs en ivoire et en révéler les structures secrètes. Lors d'interviews, il arrivait souvent que les journalistes demandent à Truffaut « Comment vous situez-vous » Cette question l'amusait, et il l'éludait en général d'une plaisanterie. 30 ans après sa mort, je pense que l'on peut sans réserve le situer parmi les grands maîtres de la fiction, dans la droite lignée de tous ceux qui l'inspirèrent, Chaplin, Lubitsch, Billy Wilder ou bien sûr Hitchcock. Le grand sociologue Gregory Bateson pensait que la raison pour laquelle toutes les sociétés, depuis la nuit des temps, ont eu besoin de créer des œuvres d'art venait de la nécessité de rétablir un équilibre intérieur. L'œuvre d'art corrigerait une carence du quotidien où nous devons nous adapter, nous socialiser et travailler. La fin du XIXe siècle a vu l'apparition simultanée de 3 phénomènes: l'industrialisation, la psychanalyse et le cinéma. Ils sont intimement liés. La révolution industrielle, en modifiant brutalement les modes de production et le travail, a profondément altéré la place du corps dans l'économie psychique. Elle a refoulé, dissocié et fragmenté. C'est ce processus que le cinéma et la psychanalyse viendront, selon 2 modes très différents, corriger et réparer. Le premier spectateur de cinéma est l'ouvrier des usines américaines, et le premier antidote à son aliénation, Chaplin.
L'usage du corps est central à l'œuvre de Chaplin. On rapporte que lorsque les danseurs des ballets russes découvrirent ses films, ils virent aussitôt en lui un frère d'armes. Chaplin est un danseur qui vrille l'espace sur un mode frénétique et subversif. Ses mouvements autorisent chez les spectateurs une réappropriation de cette intégrité psychocorporelle, dont le monde industriel et le puritanisme ambiant les dépossédaient à longueur de journée. Qui mieux que Chaplin illustre la prodigieuse force des affects de vitalité que décrit Sterne? On peut mettre au défi tout écrivain de trouver les mots exacts pour décrire chacun des milliers de mouvements, de gestes, de mimiques ou de grimaces que Chaplin projette au fil des plans dans ses films. En littérature, le corps retrouvera sa vérité cachée avec Proust qui commence son œuvre sur les sensations d'un homme pris dans cet état semi-hallucinatoire entre la veille et le sommeil. Un sujet en hypnose qui soudain écoute le langage du corps et s'en fera le traducteur. L'ère industrielle a marqué une époque de dissociation violente entre les strates du système psychocorporel, que les arts et la psychanalyse vont s'acharner à réassocier, à relier, à mettre en correspondance. Les codes introduits par les grands maîtres de Hollywood avaient pour objectif de recréer chez le spectateur des liens intérieurs défaits par le quotidien. C'est dans cette lignée que se situe l'œuvre de Truffaut. Si l'enfance et la passion amoureuse sont les grands thèmes de son œuvre, c'est parce que tous deux marquent des états où le corps parle plus haut que l'organisation sociale. On ne travaille pas chez Truffaut. On fonctionne. Expérience rare. On fonctionne à plein régime, on écoute le cheminement profond des émotions et des sensations. On s'émerveille de leur puissance, de leur vérité et de leur implacable logique. Ces récits nous présentent l'image de divisions internes et de corps déchirés, pour établir le relevé de ces vastes abîmes intérieurs qu'il explore sur un mode comique ou tragique. Truffaut est le cartographe des profondeurs. Traduit de l'anglais par Hélène Sinani. Ce texte est la traduction avec quelques modifications, de la préface écrite pour l'édition américaine États-Unis, de cet ouvrage. Il est reproduit ici avec l'aimable permission de Indiana University Press, qu'il a publié en 2013. Tout droit réservé. Il disait toujours qu'il aurait voulu commencer à travailler dans le cinéma, dans les années 24 à 25. Il disait « Là il y a eu une période vraiment extraordinaire, j'aurais eu une expérience. » Il aurait voulu être de la génération de Hitchcock, retrouver le secret perdu. Jean Gruaud. Un secret peut en cacher un autre, Jean Gruaud. Je vois, j'entends encore François au printemps 83. Nous partagions un frugal déjeuner, installé dans un angle de son salon de la rue Pierre Ier de Serbie qui me rappelait celui de Mila Parelli dans La règle du jeu, entouré de modèles réduits de la tour Eiffel et de grandes fenêtres d'où l'on avait vu sur la dite tour, servi par Ahmed, le sévère majordome, qu'en dépit de nos grosses plaisanteries nous ne sommes jamais parvenus à faire rigoler. François l'avait pris à son service parce qu'il avait été auparavant le maître d'hôtel de Marie-France Garot, l'une des deux femmes politiques, on dit bien homme politique pourquoi pas femme, pour qui il professait une grande admiration, la seconde étant Madame Thatcher. Il me confiait son regret de ne pas être né assez tôt, de n'avoir pu débuter dans le cinéma dans les dernières années du muet et au tout début du parlant. Il avait l'impression d'avoir raté quelque chose, une expérience unique, irremplaçable, car si le langage du cinéma s'est élaboré autour de 1912, il n'a atteint sa perfection qu'à la fin des années 20. Durant les 5 ou 6 ans qui ont immédiatement précédé l'apparition du parlant, des conditions exceptionnelles qui ne se sont jamais retrouvées depuis, ont permis l'éclosion d'un nombre d'œuvres de premier plan surprenant dans un laps de temps aussi court, et François aurait voulu être là, présent avec Chaplin, Lubitsch, Hawks, Dwan, Walsh, Ford, Hitchcock, Gans, Duvivier, Renoir et quelques autres. Pourtant, sauf en ce qui concerne les dessous féminins du début du siècle, il n'était pas tellement porté à la nostalgie. Ce qu'il regrettait, ce n'était pas tant le cinéma de cette époque que son public. Il attribuait à celui-ci des vertus qu'il n'a peut-être jamais eues, une fraîcheur d'âme, une agilité d'esprit qui stimulait l'imagination des réalisateurs, les amenait à raffiner leur style, à perfectionner leurs procédés narratifs en images, jusqu'à, tel Murnau, en arriver à se faire comprendre en se passant totalement des intertitres. S'il reconnaissait que le spectateur d'aujourd'hui était moins naïf, mieux informé, plus cultivé, souvent aussi plus intellectuel, ce qui pour François n'était pas loin d'être une tare,
il le trouvait aussi plus paresseux et selon lui, par un effet boomerang, cette paresse se serait communiquée au cinéaste qui la renverrait au spectateur, et ainsi de suite. Le spectateur des années 30, une fois passé la surprise émerveillée d'entendre éclater les coups de revolver, hurler le vent, sonner les cloches, vrombir les moteurs, craquer les parquets et parler Greta Garbo, comme 35 ans plus tôt celle d'avoir vu arriver le train en gare de La Ciotat, retrouva vite l'habitude héritée du muet d'interpréter ce qu'on lui montrait, de résoudre la devinette que lui posait en toute complicité et à chaque instant des apostrophes. Astucieux jeunes et moins jeunes, gens qui avaient pour la plupart fait leur classe ou déjà fait carrière dans le cinéma muet. Les histoires, ce sont toujours les mêmes quoi qu'on prétende. Le problème, celui qui se posait déjà à Scheherazade, c'est de retenir jusqu'au bout l'attention, de réveiller sans cesse l'intérêt de celui à qui vous les racontez en images, l'auditeur-spectateur. Ne pas dire mais montrer, je cite François. C'est pourquoi le mot image me gêne. Je ne veux pas dire belle image, mais image qui vous invite à jouer avec elle, ou plutôt avec ce qu'elle vous fait voir. Le vrai cinéaste ne se joue pas du spectateur, il joue avec lui. Il semblait à François que c'était cela, le secret perdu. Faute d'autres mots, les gags. Mais au sens large. Pas dans le sens étroit, strictement limité à l'effet comique, proposé par les dictionnaires. L'ensemble de ces gags s'enchaînant entre eux, réagissant les uns sur les autres de façon à former une histoire avec un commencement, un milieu, une fin. Je fais des films normaux pour des gens normaux, disait encore François. Afin de me faire mieux comprendre, je vous propose quelques exemples. Comment montrer qu'une jeune femme hésite entre deux amoureux, en sous-entendant que de son choix va dépendre son destin. On peut s'en tirer par des intertitres, solution du muet paresseux, ou par un dialogue interminable entre la fille et une copine confidente qui lui donnera de bons ou de mauvais conseils qu'elle suivra ou ne suivra pas, solution télé, par une voix off nous exposant le dilemme qui tourmente la jeune femme tandis qu'on voit celle-ci devant sa glace en train de ne rien faire, solution nouvelle vague attardée. Que fait Lubitsch ? C'est dimanche. La petite modiste Paula Negri a deux rendez-vous, l'un avec Armand, l'honnête jeune homme qu'elle aime et dont elle est aimée, l'autre avec le noble et libertin Don Diego, ambassadeur d'Espagne. Perplexité. Elle effeuille, au figuré, la marguerite en désignant successivement les 5 nœuds de ruban qui ornent de haut en bas, des seins au pubis, son corsage, citant alternativement à chaque ruban le nom de l'un de ses deux soupirants. Une première fois cela donne « Armand, Don Diego, Armand », et au 5e et dernier ruban elle tombe sur Armand. Elle paraît déçue. Après avoir hésité, elle tente une nouvelle épreuve, commençant cette fois par Don Diego et bien sûr elle finit sur Don Diego. Ce qu'elle souhaitait au plus profond d'elle-même sans oser se l'avouer, se trouve ainsi justifié par le sort, un sort qu'elle a pour notre plus grand amusement quelque peu manipulé, elle deviendra la du Barry. À l'écran cela ne dure que quelques secondes, un seul plan coupé par deux intertitres qui font image. Essayez d'en dire autant en aussi peu de temps, avec des mots. Voyez d'ailleurs je n'y parviens pas, les mots c'est fait pour autre chose. Autre chose que les choses. Dois-je citer cet épisode archi-connu de l'opinion publique, de Charlie Chaplin ? Marie et son riche protecteur Pierre Revel se disputent au sujet du mariage qu'envisage Marie avec son amoureux, un jeune peintre fauché. Revel se marre en lui disant qu'elle ne supportera jamais la pauvreté. Elle lui réplique « Qu'est-ce que j'ai dans la vie ? Rien. Et ça ? Répond-il en lui montrant le magnifique collier de perles qu'elle porte autour du cou. Alors d'un grand geste théâtral elle arrache le collier et le jette par la fenêtre. Dans la rue un clochard le ramasse. Changeant soudain d'attitude elle se précipite au dehors, court après le clochard, lui reprend brutalement le collier des mains et remonte dans son appartement non sans avoir cassé le talon de sa chaussure. Revel est plié en deux. Nous aussi. Et nous en avons appris un peu plus sur le caractère de Marie. D'autres exemples ? Un jeune homme timide est assis auprès d'une jeune fille en train de coudre. Il l'aime, elle le sait bien, elle voudrait qu'il se déclare, mais il n'ose et elle n'ose pas faire les premiers pas. Situation sans issue. Elle se pique par mégarde avec son aiguille. Aussi galamment qu'hygiéniquement, il se précipite pour sucer le sang qui coule de son doigt. Puis il reprend sagement sa place. La jeune fille s'impatiente, va-t-il enfin se décider à l'embrasser ? Alors volontairement, elle se pique la lèvre. Maurice Barnet, la jeune fille au carton à chapeau.
Faut-il rappeler des séquences comme celle des pyjamas qui ouvrent la 8e femme de Barbe Bleue, celle de la gondole cendrier dans Haute-Pègre, l'épisode L'automne dans Si j'avais 1 million, et allons-y, pourquoi lésiner? To be or not to be dans sa totalité? Je vous invite plutôt à aller voir ou revoir ces films. Comme disait Bach, le comique troupier, pas le compositeur, dans un de ses monologues, à raconter c'est pas bien rigolo, mais si vous aviez vu le tableau. Allez donc voir le tableau. Quel rapport, me direz-vous, avec le secret autour duquel tourne le livre que vous allez lire? Un secret peut en cacher un autre. François se demandait qui était son père. Nous avions envisagé plusieurs projets sur ce thème. Je ne savais que trop qui était le mien, mais nos vrais pères, ceux que nous nous étions choisis, étaient les mêmes et nous nous sommes efforcés de ne pas être des fils trop indignes. François avait leurs photos sur son bureau du carrosse. C'était Lubitsch et Chaplin, les détenteurs, sinon au moins d'un secret perdu, l'un de ceux qu'il a toute sa vie cherché et peut-être le seul qui l'ait réussi, ses derniers films en témoignent, à retrouver. Jean Gruau, dimanche 3 février 1991. Le secret de l'art. François Truffaut regardait les cinéastes du passé comme les détenteurs d'un secret perdu dont la nostalgie le hantait. Sa réussite est d'avoir su, à force de les interroger, reproduire ce secret dans ses films. Dès les 400 coups, le travail de Truffaut a touché dans le monde entier des publics de toutes nationalités, de tous âges et de toute culture. Pourtant, 30 ans après sa naissance, son œuvre reste mystérieuse dans ses mobiles, ses mécanismes et ses objectifs. Les qualités somme toute assez banales qu'on lui reconnaît généralement, clarté, intelligence, sensibilité, humour, sont en effet loin de justifier l'emprise singulière qu'elle exerce sur l'esprit des spectateurs. Le but de ce livre est d'analyser ce phénomène et de répondre à la triple interrogation qu'il suscite. Que dit Truffaut dans ses films? Comment le dit-il? Pourquoi partout l'écoute-t-on? À la première question, Truffaut répond lui-même: j'ai toujours pensé que si on a quelque chose à dire, il faut le dire ou l'écrire mais pas faire un film. Un film ne dit rien. Un film véhicule des informations émotionnelles trop bouleversantes, trop sensuelles, trop distrayantes pour qu'il en résulte un message flegmatique. L'ambition de son œuvre n'est pas en effet de transmettre un savoir. Pour un artiste français dont la période de production se situe entre 1959 et 1983, les problèmes du savoir et de sa transmission sont loin d'être indifférents. Truffaut, au milieu de sa gloire et de ses succès internationaux, sera accusé de ne rien dire d'essentiel, de ne pas témoigner. En réalité, il resta toujours à l'écoute de son temps, pressentant avec un instinct sûr les besoins de l'imaginaire collectif, il sut tirer de ses observations les leçons qui s'imposaient pour le devenir de son art. Toute son évolution esthétique le prouve. Le retentissement posthume de son œuvre le confirme. Mais son temps intérieur flottait dans un no man's land qui faisait de lui le contemporain de Proust, de James, de Léoto, tandis que, par la mémoire affective, usages sociaux et langagiers, mode féminine, chansons, il était fermement enraciné dans l'avant-garde de sa naissance, c'est-à-dire l'époque de ses parents et des films de ses premières années, ceux de Renoir, Guitry, Carnet. Il ne fut jamais proche de ses contemporains et demeura étranger à cette France des années 60 qui devait connaître une des plus fortes poussées idéologiques de son histoire. Une France dont la vie intellectuelle allait être dominée par un brillant essor des sciences humaines, psychanalyse, anthropologie, sociologie, et qui manifestait dans les domaines littéraires et cinématographiques un intérêt passionné pour les structures formelles de la création, une France où l'on observait une carence assez exceptionnelle d'œuvres d'imagination et où pendant plus de 20 ans les idées allaient régner, souveraines. Bref, une France cérébrale qui célébrait les sciences plus que les arts et dont les mots d'ordre étaient comprendre, apprendre, instruire, réformer. Le décalage entre Truffaut et ses mouvements contemporains se fera très vite. Dès Le Pianiste, on l'accusera de ne pas s'intéresser à la guerre d'Algérie. Il signera pourtant le manifeste des 121, d'ignorer mai 68 avec Baiser volé, mais il se fera matraquer pour défendre la cinémathèque d'Henri Langlois. Plus grave, on dénoncera son art comme bourgeois, réactionnaire et académique, ces derniers reproches devenant des poncifs critiques qui permettront d'éviter toute analyse approfondie et poursuivront Truffaut jusqu'au dernier métro. Homme d'imagination dans une époque qui privilégiait la réflexion consciente, Truffaut construira son œuvre dans un isolement relatif et verra dans son propre pays,
son travail voué à une certaine incompréhension teintée d'un léger mépris. À l'étranger, aux États-Unis par exemple, le succès de ses films ne s'accompagnera pas des mêmes réticences, car ce n'est pas seulement l'époque qui est ici en cause mais une longue tradition qui a souvent amené les élites françaises à se méfier de l'imaginaire, surtout s'il reçoit les suffrages du grand public. C'est Sainte-Beuve contre Balzac, ou Gide déposant un hélas retentissant au pied de la gloire hugolienne. On a longtemps pris Truffaut pour un auteur commercial, ce qui lui fera dire. Le mot commercial amène presque toujours une discussion oiseuse puisque le metteur en scène le plus commercial de l'histoire du cinéma a été le plus grand Charlie Chaplin. Dans l'admiration que portait Truffaut à Chaplin, le fait que ce dernier ait touché le plus grand public de l'histoire du cinéma jouait d'ailleurs un rôle capital. On a du mal aujourd'hui, une photo de l'illustration dans les années 20, le montre de dos, saluant d'un balcon de l'hôtel Crillon la foule massée sur la place de la Concorde pour l'acclamer. Oui, mais aussi pour le remercier d'exister. Si la popularité de Chaplin fascine Truffaut, c'est parce que la notion d'universalité représente, on le verra, un enjeu essentiel dans son système esthétique. Le cinéma muet demeura toujours celui du grand secret, comme il intitule la section des films de ma vie consacrée à ses maîtres, parce qu'il représente d'emblée un langage universel. Un film résume bien son attitude face aux attaques dont il fut l'objet dans les années 70. Après le seul échec critique qui l'ait réellement blessé, celui des deux Anglaises, qui lui donna le sentiment d'être abandonné parce qu'on ne comprenait pas son travail, Truffaut produisit une œuvre vengeresse, pur produit de son esprit frondeur, Une belle fille comme moi. On y voit un sociologue s'opposer à un voyou femelle, truculent et pragmatique, le savoir tenu en échec par l'expérience et le désir de comprendre, par la rage de survivre. La belle fille réussira non seulement à museler l'imprudent qu'il avait prise pour sujet d'étude, mais accédera aussi à la médiatisation et à la célébrité. Même si ce film est à l'évidence polémique, son objet n'est pas de faire le procès des intellectuels, mais de suggérer l'existence d'un autre système de valeurs, d'un mode de communication différent. Allant à l'encontre de l'esprit de son temps, Truffaut défend une forme d'expression qui mobilise l'imaginaire collectif. Mis à part ce mouvement d'humeur, il restera toujours réservé et paraîtra peu soucieux de dissiper les malentendus. Il semble d'ailleurs que, bien qu'il ait souffert du décalage entre l'esprit de son temps et son art, Truffaut en ait aussi largement bénéficié. Un certain esprit de révolte l'a toujours animé, un plaisir à créer contre quelque chose et à s'opposer aux idées dominantes. Une chose est sûre, il poursuivit avec obstination son projet qui ne consistait pas, comme celui de Godard ou de Rivette, à remettre en question les conventions de lecture du film, mais à continuer la tradition du cinéma de fiction. Obéir dans son œuvre aux lois de l'imaginaire, c'est pour Truffaut, de façon primordiale, cacher, masquer, dissimuler, rendre inaccessibles les mécanismes de la création. Pendant la décennie de terrorisme idéologique, on a essayé de nous convaincre que les films devaient être ouverts et constituer des dialogues avec le public. Alors, j'ai revu mes films préférés, je les ai fait défiler dans ma tête et je me suis aperçu que presque tous étaient des films fermés et ressemblaient à des monologues. Mon dégoût de la mode et mon esprit de contradiction faisant le reste, j'ai délibérément tourné L'Enfant sauvage, Adèle H, La Chambre verte pour les faire ressembler à des objets et même au fond de moi, à des œufs en ivoire que l'on pourrait voir, toucher mais pas entamer. S'il existe un secret dans l'œuvre de Truffaut, on en cerne ici l'origine. Truffaut a construit son œuvre comme un beau navire lisse, étanche, qu'il lançait sur le fil des temps et où le spectateur, une fois embarqué,
n'avait qu'à se laisser griser par le paysage sans rien savoir du travail accompli dans la salle des machines. Cette pratique de la mise en scène comme art du secret est une des lignes majeures de son évolution esthétique. Elle explique aussi les malentendus qui entourent son œuvre. On la juge réaliste alors qu'elle offre l'image d'un univers déformé par la violence du désir, psychologique alors qu'elle trace le parcours d'énergie pulsionnelle qui se dérobe aux organisations de la pensée, légère et comique quand elle se joue sur fond de destruction psychique. Sur le plan formel, le reproche d'académisme, souvent adressé à Truffaut dans les années 70, correspond paradoxalement à une maîtrise artistique de plus en plus rigoureuse de sa part. Le développement de son style narratif consistera à dissimuler son travail avec une adresse et une économie de moyens grandissantes, à le fermer à l'analyse sous l'apparence d'une facture classique. Dans ce processus de fermeture des films, Truffaut ne tient pourtant pas le rôle de détenteur d'un secret qu'il se refuserait à révéler. De nombreuses déclarations indiquent au contraire qu'une dimension de son travail lui demeurait opaque et qu'il ne souhaitait pas l'éclairer. Travaillant de façon plus instinctive qu'intellectuelle, je ne comprends mes films que 2 ans après leur sortie. Cette lucidité à retardement constitue une aide plutôt qu'un handicap, car il me semble que je manquerais d'élan chaque matin pour aller au tournage d'un film dont la signification serait préétablie. Il disait même préférer ne pas lire les études consacrées à son œuvre parce qu'en découvrant les mécanismes internes de sa création, il aurait couru le risque de perdre le pouvoir de la poursuivre. On voit combien ce mode de production diffère, pour prendre un exemple contemporain de ses films, de celui des auteurs du nouveau roman. Là où ces derniers tentaient de cultiver en toute conscience des structures formelles dont les sciences humaines des années 60 ont mis à jour le fonctionnement dans les œuvres d'art, Truffaut préférait laisser ces structures émerger à son insu dans ses films. Si la mise en scène est un art du secret, c'est qu'elle obéit aux lois d'une structuration inconsciente. Pour reprendre la formule que Lévi-Strauss applique à la pensée mythique, on peut dire que ce n'est pas seulement l'usage du cinéma de fiction qui exige que ses propriétés restent cachées. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.